de la radio-télévision Mourchid, bonjour. Vous êtes dans votre émission Plume de Pan. Plume de Pan est une émission réservée à la recherche. Et comme j'ai l'habitude de dire, on dit toujours en Afrique, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Aujourd'hui, nous avons cherché et nous avons trouvé un chercheur du nom de honorable député Mamadou Diallo. Honorable, bonjour. Bonjour, M. Dien. Donc, ravi de vous recevoir ici. Et honorable Mamadou Diallo n'est plus à présenter pour cette émission Plume de Pan. Mais juste vous rappeler qu'il a fait ses premiers pas dans l'éducation dans son Ferlo natal avant de rallier Dakar pour poursuivre ses études couronnées par un succès éclatant. Il est écrivain, juriste, environnementaliste, consultant en droit international de l'environnement et homme politique. Il a été élu député de 2007 à 2012 et premier maire de la nouvelle commune de Kidira de 2009 à 2014. Il est aussi secrétaire général de l'Association sénégalaise des Amis de la Nature. Honorable était aussi conseiller régional de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Honorable, quel est votre rapport avec la nature? Merci bien, M. Dien. C'est la deuxième fois que je me retrouve sur votre plateau. Et c'est l'occasion de vous remercier très sincèrement parce que c'est une marque de considération. Mais également vous dire combien je suis très reconnaissant vis-à-vis de la télévision Mourchid TV qui a été la première télé à me recevoir sur leur plateau pour parler de mon premier livre. Vous avez dit tantôt que mon royaume d'enfance, c'est le Ferlo. Non, ce n'est pas le Ferlo, c'est le Bundu. C'est le Bundu. Dans le département de Bakel. Le Bakel, ok. Mais c'est mitoyen aussi avec le Ferlo, de sorte que c'est deux écosystèmes qui sont particuliers et qui sont les mêmes. Et je me vois aussi bien dans le Ferlo que dans le Bundu. Ok. Et c'est ce qui explique en grande partie ma proximité avec la nature, parce que je suis un rural. Et le rural, par nature, si vous me permettez la répétition, vit dans la nature, aime la nature et toute sa substance, il la tire de la nature. C'est pourquoi j'aime la nature, je protège la nature et je fais tout pour que tout le monde soit un ami de la nature. Absolument. Donc nous voyons que vous avez un rapport intrinsèque avec la nature et vous avez longtemps travaillé sur ça. Pouvez-vous revenir un peu sur ce qui vous a motivé et aussi ce que vous avez réussi à faire? Bon, au niveau de la protection de l'environnement, nous avons beaucoup fait. Nous avons tellement beaucoup fait que le président de la République, Abdou Diouf, nous a élevés au rang de chevalier de l'ordre du mérite. C'est pas le couronnement, mais c'était une source de motivation pour continuer encore à œuvrer dans l'environnement. Au niveau national, je suis membre de l'Association sénégalaise des Amis de la Nature, qui est la doyenne des associations de défense de l'environnement, donc qui n'est pas à présenter. Nous avons beaucoup fait dans toutes les régions du Sénégal, dans le domaine du reboisement, dans le domaine de la défense et de la protection in situ, dans le domaine de la promotion de l'écotourisme, mais également dans le domaine de l'expertise pour la réhabilitation et la valorisation des aires protégées du Sénégal, comme le parc national du Niokolo-Koba. Au niveau international, vous l'avez dit dans la présentation, j'ai été pour 2 mandats conseiller régional de l'UICN pour l'Afrique. Et c'est vous dire que c'est une organisation mondiale, c'est la plus grande organisation mondiale de conservation, qui est aussi un observateur au sein des Nations Unies en matière de conservation. Et
en tant que conseiller régional, je représentais l'Afrique tout entière au sein de cette organisation. J'ai été membre du bureau. Et donc, c'est là que la réflexion est affinée avec les commissions, 6. La 7e, d'ailleurs, a été créée pendant que j'étais président de l'Assemblée générale de l'UICN qui s'est tenue en 2021 à Marseille. Nous avons beaucoup fait dans tous les domaines de la conservation, de la promotion de l'écotourisme, mais également dans le domaine de l'éducation environnementale, dans le domaine de la biodiversité et dans le domaine de la protection des écosystèmes, notamment les écosystèmes fragiles au niveau de la zone sahélo-saharienne. Très bien. On voit aussi que parallèlement, vous êtes écrivain. Vous avez déjà écrit une œuvre intitulée Soupir de Torodo. Mais aujourd'hui encore, vous avez gratifié la scène littéraire sénégalaise d'une autre œuvre, d'un chef-d'œuvre, Volonté de femme. Pourquoi le choix du titre Volonté de femme? Bon, Volonté de femme, en vérité, il faut dire que j'ai écrit ce roman pour rendre un vibrant hommage aux femmes. Absolument. Aux femmes en général, mais particulièrement à la femme rurale. Les femmes du Ferlo, les femmes rurales en général, qui triment beaucoup avec la pénibilité des travaux familiales, mais également qui vivent souvent des drames, avec les mariages précoces, mariages forcés, les viols et tout cela. Nous avons jugé utile, compte tenu du mois de la femme, pour marquer en tout cas ma contribution à cette fête. Nous avons publié durant le mois de mars cet ouvrage qui constitue, comme je l'ai dit, un hommage aux femmes, symbolisé par un destin croisé entre 3 femmes. 3 femmes que sont Kumba Lello, Kumba Lello Kane, Kumba de son vrai nom. Lello a été adjoint parce qu'elle est née tardivement. Sa mère a eu un enfant tardivement et elle est fille unique. C'est pourquoi on a ajouté Lello, Kumba Lello Kane. Kane, c'est le nom de famille de son père. Et Kumba Lello est aussi une fille naturelle, voire même adultérine, qui est née dans le Ferlo-Mal, dans un village imaginaire qu'on a appelé Wendu Nyalbi, tout près d'un autre village qui s'appelle aussi Belipuri, et qui a fait son enfance dans le Ferlo, et après qui est venu à Dakar rejoindre son père, mais elle a fait ses études dans un orphelinat, disons dans un centre avec internat. Elle a continué également en France où elle a fait le Malikina et s'est retrouvée dans les planches de défilé, donc en tant que mannequin. Et tout tourne autour de Kumba Kane. Donc la deuxième dame, c'est sa mère. Sa mère qui a connu également une vie très dure, très difficile. Il faut lire le roman pour s'en convaincre. Et le troisième personnage, c'est une autre dame également, Dado Sow, qui est une amie d'enfance, une amie intime à Kumba Lello. Donc le destin croisé de ces 3 femmes constitue la trame du manuscrit. Donc comment vous êtes passé de destin croisé à Volonté de femme? Bon, moi j'avais proposé en tant qu'auteur du livre Destin croisé. J'ai proposé ça à mon éditeur qui a lu avec également sa commission de lecture et ils m'ont proposé autre chose, Volonté de femme. Pourquoi? J'ai épuisé également leur argumentaire.
c'est que ces 3 femmes ont vécu des drames familiaux. Comme je l'ai dit, des viols, mariages forcés, mariages précoces. Et durant leur vie, elles ont été confrontées à des prises de décision qui font qu'elles ont eu toujours le dernier mot. Et à chaque fois qu'on leur a imposé, pour l'une ou pour l'autre, des mariages forcés, elles ont accepté, elles ont refusé d'abord, mais compte tenu des pressions qui ont été exercées sur elles, et avec l'accompagnement également de leur maman, du corps enseignant, des élèves aussi, qui ont beaucoup aidé à ces dames pour résister. Elles ont accepté du bout des lèvres, le mariage a été fait, mais elles n'ont pas consommé le mariage. Voilà. Et le divorce s'en est suivi. Donc le dernier mot revenait toujours à la femme. Et dans le déroulement de l'ouvrage, du roman, elles sont devenues de victimes actrices de développement. Voilà. Okay. Donc c'est pourquoi il y a eu ce titre Volonté de femme. Absolument. Il faut qu'on rende aux femmes le pouvoir qu'elles ont, l'autorité qu'elles ont, le droit de participer, le droit de dire oui, le droit de dire non, et le droit de participer aussi au développement du terroir. Mais existe-t-il un rapport entre cet ouvrage-là et le soupir de Torodo? Bon, le premier lien que l'on peut retrouver, c'est surtout le contexte dans lequel les différents personnages évoluent. Comme je l'ai dit, le Ferlombal et le Bundu sont des écosystèmes particuliers qui sont pratiquement les mêmes, où on retrouve des cultivateurs, des éleveurs, de grands éleveurs d'ailleurs qu'on appelle des Djarga, où les mêmes pratiques culturelles se retrouvent aussi. Les mariages précoces, les mariages forcés, les atteintes aux droits des femmes, tout cela, ça existe dans ces 2 terroirs. Donc on le retrouve là-bas. Il y a d'autres valeurs également qu'il faut reconnaître, c'est les valeurs traditionnelles qui existent. Je donne l'exemple de la tradition qui veut que le chef de famille a l'autorité familiale. Et on doit obéir, chacun doit obéir à son aîné, à son père, à ses grands-pères, à ses tantes, et ainsi de suite. Donc tout cela se retrouve au niveau des 2 terroirs, des 2 zones. Il y a également au niveau culturel certaines cérémonies que l'on retrouve aussi bien dans le Bundu que dans le Ferlo natal. Mais pour le reste également, avec les dames comme actrices de développement, on le retrouve dans les différentes zones. Même si au niveau de Soupir de Torodo, c'est au sein du conseil municipal, avec les groupements féminins, qu'on voit et qu'on aperçoit vraiment une volonté de contribuer et de participer au développement du Bundu, du côté des femmes, dans le Bundu. D'accord. Donc, si on comprend bien, vous êtes basé sur le réel, avec une dose de fiction pour créer cette œuvre-là. Donc, êtes-vous inspiré par une histoire réelle? Je dois dire qu'il y a une partie où je me suis un peu inspiré sur une histoire réelle. Je ne connais pas les différents acteurs. J'ai ouï dire simplement. Et me basant sur ce ouï-dire, j'ai fait un récit qui se rapproche un peu de la réalité. Et uniquement, c'est une partie de l'ouvrage qui se base simplement sur du réel. C'est là où je parle de Dado,
avec le marabout, le soi-disant marabout, mais charlatan Moriké, qui a abusé de Dado, alors que celle-ci était mariée, mais qu'il l'a connue par l'intermédiaire de son mari, qui envoie de l'argent à son marabout, pensant que c'est grâce à lui qu'il a pu obtenir l'assentiment de Dado pour l'épouser. Bon, il envoie de l'argent au charlatan par l'intermédiaire de sa femme, et celle-ci va nuitamment voir le Moriké, Moriké qui tombe de nuit, qui tombe sous le charme de cette dame, et par des incantations arrive vraiment à assouvir son instinct, et puis il n'est jamais d'accord pour rester au premier essai, et puis ça vient, et à chaque fois il abuse d'elle, et puis voilà, Dado est en état de grossesse. Okay. Voilà, là je me suis un peu inspiré d'une histoire, je crois réelle, je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas, je connais ni les acteurs, mais c'est une autre histoire qui est proche de celle-là, qu'on m'avait racontée, et j'ai essayé de mettre. Mais c'est juste un chapitre, parmi les 5 chapitres. Absolument. Donc vous êtes d'accord avec Camus qui dit ni le réel tout court, ni l'imagination toute seule, mais l'imagination à partir du réel. Effectivement. Voilà. À partir parfois du réel, on fait une œuvre de fiction, voilà, pour partager ce que l'on a dans les tripes avec les lecteurs. Voilà, donc en essayant de montrer ce que le féticheur a fait, n'est-ce pas aussi une occasion de critiquer un peu le charlatanisme qui occupe aujourd'hui une place importante dans la société sénégalaise? En fait, je ne critique pas le charlatanisme. Bon, chacun a une appréciation, mais dans l'œuvre, je ne critique pas le charlatanisme. Ce que j'ai fait, c'est de montrer à la face du monde qu'il y a des pratiques de ce genre qui existent, et qu'il appartiendra maintenant au lecteur d'en tirer les conclusions. Et se dire que les charlatans existent, je vais m'en méfier, ou je vais voir là où je vais mettre mes pieds, mais également dire aux hommes, méfiez-vous de mettre en rapport vos épouses avec certains. Oui, parce que à partir du moment où tu te dis qu'il a des connaissances mystiques, il est capable de tout. Parce que je crois, d'ailleurs, dans le récit, que c'est à cause de ses connaissances mystiques qu'il a pu obtenir les faveurs de Dado. Donc, autrement dit, c'est les connaissances qui existent. Bon, vous savez, les connaissances, on peut les utiliser à bon escient, comme aussi on peut les utiliser pour faire du mal. Okay. Voilà, donc il appartient à chacun, que tu sois charlatan ou autre, il vous appartient d'utiliser les connaissances, même ésotériques, à la bonne cause, plutôt que de les utiliser pour assouvir ses destins. On note aussi qu'après avoir été abusé par Moriké, il a été aussi rejeté par son père. N'est-ce pas encore là une autre épreuve à surmonter? Effectivement, parce que l'explication qu'il faut donner à cela, c'est que le père de Dado est aussi un imam. C'est un imam, un prêcheur, donc qui prêche tous les vendredis. Et voilà que subitement on voit que sa fille est en état de grossesse. Voilà. Une sorte d'humiliation. Une humiliation suprême. Voilà. Et il s'est dit, non, jamais, au grand jamais, ma fille ne restera là chez moi. Alors, et le prétexte aussi qu'il a reçu, c'est qu'il a demandé à Dado, mais qui est l'auteur de cette œuvre? Et Dado, respectant le serment qu'elle a pris auprès de Moriké,
a dit « Papa, je ne peux pas vous donner le nom de l'auteur parce que je respecte un serment que j'ai pris. » Alors le père lui dit « Puisqu'il en est ainsi, vous ne resterez pas chez moi. Alors vous pouvez aller où vous voulez, mais ce fils-là ne naîtra pas chez moi. » Et c'est comme ça, il l'a bannie et elle est partie à l'étranger jusqu'à l'accouchement. Et puis elle est rentrée quand elle a senti qu'elle n'avait plus de nouvelles de Moriké, elle n'avait plus de nouvelles de sa famille nucléaire. Il n'y avait que sa tante et le mari de celle-ci qui l'a couvée. Et elle a dit, je vais rentrer. Et dès qu'elle est rentrée, son papa lui dit, mais écoute, attends, ne t'avais-je pas dit que tu ne peux pas être là avec ton enfant? Toi, tu peux être chez toi, mais cet enfant doit être chez son père. Voilà. Elle a dit, voilà. Sa mère a essayé de la soulager. Elle dit, mais maman, je pense que papa a raison. Aujourd'hui, j'ai ramené l'enfant chez son père. Et la mère était surprise. Elle dit, mais est-ce que le père de l'enfant est dans ce village? Elle dit, non, non, non. Mais de toutes les façons, il aura son fils aujourd'hui. Et comme elle l'a promis, elle l'a fait. C'est toute une histoire qu'il faut découvrir en lisant le livre, parce que par la suite, il y a eu une enquête qui a les allures d'une enquête policière pour la recherche de paternité de cet enfant. Absolument. Voilà. Donc nous voyons que ces pratiques-là sont très répandues dans certaines zones, comme le Ferlo, comme vous dites, où certaines femmes sont vraiment victimes. Maintenant, quel conseil vous allez donner à ces femmes-là, mais surtout à leurs parents? Parce qu'on voit aussi que c'est comme si la femme n'avait pas son mot à dire. Elle était victime, comme le pense Mariama Ba, accessoire, objet qu'on déplace. Pourquoi? Oui, c'est vrai, ce n'est pas que au Ferlo ou dans le Bundu que ça existe, ça existe partout dans le pays, oui. Particulièrement en Afrique. C'est des pratiques qui existent. Maintenant, les gens doivent savoir que le monde bouge, le monde évolue. Avec le développement des moyens de communication, des moyens d'information, il faut qu'il y ait un éveil de conscience. Et que les parents sachent que leurs filles ont également des droits. Droit à dire... oui, j'ai le droit de choisir qui sera mon mari. Droit de choisir son mari, son conjoint, son futur conjoint. Donc il faut les écouter. Il ne faut pas leur imposer des mariages sans lendemain. Parce qu'après tout, leurs enfants, leurs filles vont se retrouver, excusez-moi, dans une union conjugale qu'elles ne veulent pas. Il y aura incompatibilité d'humeur et ça va finir sur des divorces. Les divorces vont s'accumuler et finalement les femmes vont rester divorcées très jeunes, mais de vieilles filles divorcées qui n'ont plus d'avenir conjugal. Et ça, il faut l'éviter. Il faut que les gens comprennent qu'avant, peut-être qu'on était dans de grandes familles. Les cousins, les cousines sont faites pour les cousins. Bon, ça existe jusqu'à présent, mais ça tend à disparaître. Il faut que les gens soient conscients de cela et comprennent que les enfants ont des droits. Il faut les écouter. Il faut suivre leurs désirs, mais en les conseillant, en leur faisant comprendre ce que la tradition veut et ce que la tradition ne veut pas. Mais toujours, le dernier mot revient aux filles. Il faut que l'on reconnaisse les droits des filles, les droits des femmes, les droits des enfants. Ça, c'est toute l'humanité qui l'exige aujourd'hui.
Et on ne peut pas aller à l'encontre du développement qui se dessine tous les jours. Mais est-ce que ça sera une tâche facile? Surtout en Afrique, si on voit et si on sait que la femme a toujours occupé des seconds rôles, est-ce que ça sera une tâche facile? Oui, c'est vrai que la femme a toujours occupé un second rôle, mais ça tend à disparaître, ça c'est une réalité. Soit on suit le cours normal de l'autonomisation des femmes, ou bien on reste à la traîne. Et c'est quand on reste à la traîne qu'on a des surprises désagréables. Il ne faudrait pas dire à la femme, reste cloîtrée dans ton rôle de second derrière l'homme, et que tu n'as qu'à courber l'échine à dire oui, monsieur mon mari, oui, monsieur, oui, papa, oui, grand-père, oui, maman. Non, non, non. Il faut que l'on accepte que la femme aussi, elle a des droits. La femme, la fille, elle a des droits. Il faut que l'on accepte. Et le monde, comme je l'ai dit, le monde bouge, le monde évolue rapidement. Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les enfants d'aujourd'hui sont en avance sur leurs parents. Ça c'est vrai. Alors, on devient, nous, en tant que parents, on devient des analphabètes en face de nos enfants. Donc, il ne faudrait pas essayer de les devancer sur leur devenir. C'est vrai qu'on doit préparer leur avenir, mais il faut les accompagner et ne pas leur dire que tu dois passer par là et non par là. Il faut leur laisser la possibilité de faire un choix judicieux. Il est évident que, en tant que parent, quand votre enfant, que ce soit une fille ou un garçon, vous dit voilà mon projet, vous devez également analyser avec lui, voir qu'est-ce qui est bon pour lui, qu'est-ce qui n'est pas bon. Mais le dernier mot lui revient. Ah oui. Absolument. Donc on voit aussi que vous avez fait preuve aussi d'une technicité. Mais surtout, moi, ce qui me fascine le plus, c'est la résilience dont fait preuve Dado, malgré ces épreuves-là. Et par ricochet, on voit que c'est presque toutes les femmes, les 3 femmes là dont vous parlez, qui ont été aussi résilientes. Pourquoi ce choix-là? Oui, Dado a été résiliente grâce à Kumbalelo. Voilà. Parce que Kumbalelo a eu la chance de venir à Dakar, a eu la chance d'étudier à Dakar et en France. Donc, celle-là, c'est une citadine. Et elle logeait dans la cité Kergorgi, avec une grande villa. Elle était entourée d'experts, de conseillers bien avisés. Et donc, celle-là, elle a couvé aussi Dado. Quand elle est allée voir sa maman au village, elle a retrouvé son ami d'enfance Dado. Elle a failli rester là-bas, Kumbalelo, parce qu'il y avait des courtisans qui voulaient coûte que coûte l'épouser et rester là-bas. Ils lui ont promis monts et merveilles, toutes choses en termes de matériel ici-bas, une maison, un voyage en France, alors qu'elle voyageait comme elle voulait. Un nombre important de bétail et tout ça. Elle a dit non, moi, pour le moment, ce n'est pas dans mes projets. Et en revenant à Dakar, elle a amené Dado. Donc, la villageoise, la rurale qui était Dado, Kumba l'a transformée en citadine. Et lui a dit maintenant, on va faire un projet de développement de nos terroirs. Parce que je me suis rendu compte, dit Kumba, qu'il faut faire quelque chose quand même pour sortir notre terroir du sous-développement. Elle a constaté qu'il y avait une inéquité territoriale et Ferlombal doit bénéficier vraiment d'une action d'envergure pour la sortir de ce sous-développement. Et c'est là qu'il y aura une émergence des 2 Amazones pour rencontrer
le chef de l'État, le président de la République, initié un projet de développement de Ferlo-Bal. Et ce projet a été accompagné par l'État du Sénégal. Et finalement, elle a réalisé son projet avec bonheur. Et en remerciement, le président a essayé de les accompagner par l'octroi de passeports diplomatiques pour faciliter leur déplacement, mais également de moyens logistiques, des voitures et tout, avec l'administration territoriale et des artistes locaux. Elle a pu, Kumbalelo avec Dado, organiser des journées culturelles au niveau local et au forum de développement économique et social de Ferlo-Bal. Et c'est ça qui a fait qu'on constate qu'il y a une résilience de ces deux dames qui sont devenues des actrices de développement et qui ont tout fait pour sortir de l'ombre le Ferlo-Bal. Ça nous permet aussi de revenir un peu sur une autre figure, Lariba, qui est une mère courageuse, qui cherche coûte que coûte à protéger sa fille, surtout quand sa fille a quitté Dakar pour venir au village. Et quelles sont vraiment les qualités de cette femme-là? Oui, Lari, c'est une brave dame qui a connu aussi une vie familiale très difficile, puisqu'elle a été mariée une première fois malgré elle, et elle a été défendue par les élèves de sa classe, les élèves de son école, ainsi que le corps enseignant. C'était son voisin. À 6 ans déjà, elle connaissait qui devait être son mari, parce que c'était la promise de son cousin, Aliou. Et ils se sont mariés à Hamadi Ba, autant pour moi. Et Hamadi, comme elle ne voulait pas de Hamadi, ils ont divorcé. Elle n'a même pas voulu consommer le mariage. Ils ont divorcé. Et voilà que, comme c'est une très belle dame, ça aussi c'est une autre qualité, les femmes peules, elle est très belle. Les photos de Lari ont circulé à travers les foyers des immigrés en France. Et Geladio était parmi l'heureux élu pour épouser. Mais Geladio a fait une promesse à Lari, laquelle promesse c'était de l'amener en France. C'était un rêve pour Lari, qui se voyait déjà une Parisienne, comme beaucoup d'autres femmes de Ferlo-Bal qui ont rejoint leur mari. Ça, c'est le côté immigration avec tout ce qu'il y a comme intermédiaires qui interviennent pour amener les gens en France, les gens qu'on appelle les mélanges. Mais elle a tout fait, son mari a tout fait, elle n'a pas pu partir. Mais comme aller en France était pour elle une condition dirimante, elle a dit, puisque vous ne pouvez pas m'amener en France, moi, c'est le divorce. Elle a divorcé. Et la suite, c'est qu'elle s'est consacrée à l'islam et elle a rencontré de façon virtuelle un homme, un cadre de l'administration, un monogame, qui ne pouvait pas l'épouser, mais qui a accepté d'être son amant, adultéré. Et voilà, mais Lari voulait coûte que coûte avoir un enfant avec ce cadre de l'administration, Baba Khan. Et c'est elle maintenant qui a eu une grossesse non désirée par l'homme, mais désirée par la femme. Et parce que c'est des vérités aussi qui existent. Oui. Je voulais montrer que les grossesses non désirées, ce n'est pas seulement non désirées du côté des femmes, mais que cela existe aussi du côté des hommes. Il y a des femmes qui cherchent coûte que coûte à avoir un enfant avec tel homme ou tel autre. Alors, là aussi, ça a été très difficile pour elle, parce que la jeune Kumba, c'est elle d'ailleurs qui est le fruit de cette grossesse. À sa tendre enfance, elle était très maladive. C'est peut-être ce qui explique que son père l'a amenée à Dakar, à proximité des centres
les hôpitaux et autres pour qu'elles puissent avoir non seulement des soins de santé, mais une bonne éducation et une très bonne scolarité. Alors, quand elle est venue au village voir sa maman, elle a fait l'objet de beaucoup de convoitises. Et Larry, en mère avertie, connaissant également tous ceux qui allaient venir voir sa fille, il a dit, première chose, alors vous allez rencontrer toutes sortes de personnes. De prétendants. Ouais, ils vont venir. Parce qu'elle connaît le charme et la beauté de sa fille. Que c'est une fille qui est bien éduquée, bien élevée, qui a de l'avenir devant elle. Il faut la protéger pour qu'elle ne reste pas dans cet écosystème avec les rigueurs du climat et tout, pour redevenir des citadines, redevenir une villageoise. Donc, à chaque fois que les prétendants venaient, ils passaient par sa mère, donc par Larry. Donc Larry a couvé sa fille, l'a protégée, et parfois avec beaucoup d'adresse pour parler aux prétendants. Non sans les éconduire, mais avec un langage franc, et teinté en tout cas parfois d'humour, mais elle leur disait réellement que le dernier mot appartenait à sa fille. Oui, ça c'est vrai. Mais elle serait ravie d'être la belle-mère d'un tel ou de tel autre. Ouais. Ah, oui, ça c'est une technique. Une stratégie. Une très bonne stratégie. Tu les éconduis avec adresse, avec talent. Ça, il faut être Larry pour le faire. Donc tout cela, c'était pour protéger sa fille. Et elle l'a fait de façon extraordinaire. De façon extraordinaire. Et là, vous êtes revenu sur des pratiques, des réalités africaines, comme ne pas boire par-ci, par-là, ne pas manger n'importe où. C'est les réalités africaines que vous êtes en train de peindre. Oui. Bon, parce que on est en Afrique. Il faut croire aux réalités africaines. Chacun de nous a vécu ce genre de choses, soit a été victime ou peut-être même a essayé d'être un auteur. Mais il faut toujours se protéger. Et sa maman, Larry, dit à sa fille, ne buvez rien, ne mangez rien qui ne provienne de moi. Parce qu'il faut se protéger. Même en sortant de la maison ou en entrant de la maison, il y a des pratiques qu'il faut faire pour se protéger. Il y a quelques versets qu'il faut réciter pour se protéger. Donc, et heureusement, Kumbalelo est venu avec beaucoup de victuailles, avec de l'eau, avec tout ce qu'il lui fallait pour rester pendant son séjour à Vendou-Nyalbi sans consommer quoi que ce soit qui ne provienne d'elle ou de sa maman. Donc ça aussi, c'est des pratiques. Même saluer quelqu'un, souvent... Oui, faites très attention. Il faut faire attention. Il faut savoir comment saluer, comment parler. Il faut se protéger mystiquement. Autrement, on peut vous anéantir, on peut vous rendre très docile et obtenir de vous tout ce que l'on veut. Ça, c'est des réalités africaines. Là également, comme vous le dites, c'est des réalités africaines. Et Lello a été averti par sa maman qui voulait que la protéger. C'est des réalités africaines que nous avons ressorties dans le récit sur le plan culturel et cultuel. Et nous avons vu aussi que vous avez fait ce qu'on appelle une cohabitation réussie entre ce qu'on vit au village et aussi ce qu'on vit dans la ville. Il y a une cohabitation réussie. Comment vous vous êtes arrivé à faire cela? Bon, parce que le terroir fait partie, les terroirs que l'on dit l'arrière-pays, c'est aussi une partie intégrante du pays. Ceux qui sont dans les terroirs, ils viennent également au niveau de la capitale. Quand ça va, c'est l'arrière-pays qui nourrit la capitale. Quand ça ne va pas, ça commence avec l'exode rural. Donc on vend une partie du bétail. On vient à Dakar,
D'abord en commençant par être laveur de voitures, cireur et autres, vendeur à la sauvette. Et après, quand on accumule un peu, on va dans les villages, dans les pays africains, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Si les moyens existent et qu'il y a des possibilités, maintenant on va voyager en Europe. Et ça nous permet de développer les terroirs avec les associations villageoises, mais toujours en essayant de calquer sur les grandes villes. Des villages ronds, des maisons avec des cases rondes en banco avec des chaumières. Maintenant, on construit en dur. Voilà. Donc, il y a toujours un dialogue virtuel que le non-initié ne perçoit pas, qui existe entre l'arrière-pays et la capitale. Et donc, on va de la capitale au terroir lointain. Et c'est ce qui explique même que Dado et Kumbalelo ont essayé de développer le terroir en contribuant à l'autonomisation des femmes, parce qu'elles ont amené des moulins à mil, elles ont creusé des puits, des forages, hein, elles ont organisé des cérémonies de consultation médicale gratuite, avec don de médicaments et tout ça. Ça existe, c'est des réalités qui existent. Même dans le soupir de Tororo, quand on égrène un peu les réalisations faites par Aladji quand il était maire, on retrouve les journées culturelles, on retrouve les consultations médicales gratuites, on retrouve tout cela. Donc c'est ce qui fait que il y a une vie harmonieuse entre la capitale et l'arrière-pays et vice-versa. C'est bien. Et si on creuse bien, moi je me suis rendu compte que pour vous, le divorce n'est pas trop une fatalité. Vu que, par exemple, si on prend l'exemple de Lariba, si on prend l'exemple de Dado, on voit que le divorce peut ouvrir d'autres perspectives. Oui, parce que tant qu'on vit, il faut refuser la fatalité. Et se dire qu'il y a toujours une possibilité de résilience, mais également de participation au développement de son pays, au développement de son terroir. Quand vous êtes seul, vous avez la possibilité de réfléchir et de produire sur le plan intellectuel, d'avoir des idées novatrices, d'avoir une moisson d'informations, des informations critiques qui vous permettent de dire, voilà, je vais élaborer un projet ou autre chose. De sorte que ça peut ne pas être facile quand vous êtes dans une union, surtout pour les femmes. Et quand vous êtes dans le monde rural, c'est pas facile. Vous voyez, les idées de Kumbalelo ont été rendues possibles parce que d'abord elle a étudié, elle est allée jusqu'en France, donc elle a une ouverture d'esprit. Et elle était là à Dakar, elle avait des conseillers. Après, elle est venue au village et s'est dit, tiens, il y a une césure entre les deux. Le climat d'abord, qui l'a beaucoup frappé, quand elle est venue, la voiture elle était toute poussiéreuse, alors que là, il y a les routes goudronnées. Ça déjà, c'était le contraste saisissant. Donc les différentes zones éco-géographiques n'étaient pas les mêmes. Là, tu as la brise marine. Là-bas, tu as les rigueurs du climat avec l'harmattan qui souffle. Et ensuite, les femmes portent les stigmates des travaux pénibles, des travaux domestiques qui sont très pénibles. Aller porter de l'eau, aller chercher du bois mort, cuisiner, porter les enfants, piler le mil.
forcément, on peut, quand on les voit, on peut dire que celle-là, elle est rurale, mais quand vous voyez une citadine, avec la grâce et tout, c'est difficile. Alors elle s'est dit, tiens, j'ai un rôle à faire. Mais c'est parce qu'elle était seule. Et elle a été bien conseillée. Donc, ce n'est pas une fatalité que d'être divorcé. Il faut toujours se dire qu'on doit vivre. Tant qu'il vous reste un souffle de vie, vivez pleinement votre vie. Et ça, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Vis ta vie comme tu l'entends et ne regrette jamais ce qui s'est passé. Il faut vivre sa vie et l'assumer. Demain appartient au bon Dieu. Au bon Dieu. Effectivement, tant qu'il y a vie, il y a espoir. Donc, moi, j'aimerais savoir maintenant, est-ce que ces pratiques-là, évoquées dans l'œuvre, sont visibles jusqu'à présent dans cette zone-là? Bon, ça existe encore dans certaines zones dans le pays, aussi bien au nord qu'au sud. Il y a quelques exemples qui existent toujours. Les mariages précoces, bon, ça n'a pas complètement disparu. Les grossesses non désirées, ça n'a pas disparu. Même dans les grandes villes, ça existe. Donc, il faut dire que la fréquence a baissé. Mais c'est des choses qui existent jusqu'à présent. Le contexte est différent quand même avec l'évolution du temps, avec les télés, les réseaux sociaux et tout ça, ça tend un peu à disparaître. Mais ça existe encore. Est-ce à dire donc que l'école a joué pleinement son rôle? Parce que dans l'œuvre, vous avez cité par exemple des enseignants qui étaient contre certaines pratiques. Oui, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur action. Parce que également, ils ne voulaient pas qu'il y ait une confrontation entre le corps enseignant et la population. Mais ils ont essayé autant que faire se peut de dissuader et ça a même permis de calmer le jeu pendant quelque temps. Mais en faisant aussi des menaces, que peut-être il y a la gendarmerie qui est à côté, il y a la possibilité de les saisir pour dire que vous, population, vous êtes en train de violer la loi qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des mariages précoces, qu'il ne faut pas qu'il y ait des mariages forcés, laisser les enfants étudier, et informer et sensibiliser sur le maintien des enfants à l'école. Tout ça, ils l'ont fait. Sauf qu'ils ne sont pas partis à la gendarmerie. Oui, parce que ça me rappelle un peu cette pensée de la Grande Royale qui disait « L'école où nous poussons nos enfants va tuer en eux ce que nous aimons le plus et conservons avec soin et à juste titre. » Donc l'école presque freine certaines pratiques ancestrales. Effectivement. Moi, j'ai eu une expérience malheureuse, vraiment dramatique, que j'ai vécue au sud. Je revenais du parc national de Nyokolokoba et arrivé à la sortie du parc dans un village, on avait observé une halte, parce qu'il y avait les gendarmes qui nous avaient arrêtés. Et pendant qu'on était arrêtés, il y a une fille, une petite fillette, je pense qu'elle ne devait même pas avoir 13 ans. Elle avait tout l'accoutrement d'une nouvelle mariée. Donc elle s'est échappée de chez elle, elle est venue, et on était avec des amis de la nature, et puis elle s'est agrippée sur le véhicule. Moi j'étais juste à la fenêtre, elle me dit « Aidez-moi, aidez-moi, on m'a donné un mari que je n'aime pas, aidez-moi ». Elle avait tout l'accoutrement, je connais l'accoutrement des filles peules nouvelles mariées. Elle me dit « Aidez-moi, aidez-moi, on m'a donné un mariage, je n'aime pas le mari, aidez-moi, amenez-moi ». J'avais commencé à larmoyer et puis je l'ai dit. C'est dommage, je ne peux pas t'emmener parce qu'on va dire que j'ai fait un rapt d'enfant. Deux, je ne sais pas, franchement, mais je lui ai dit, mais va à la gendarmerie. Tu es en face de la gendarmerie, va à la gendarmerie. Dis au commandant de brigade ou à n'importe quel gendarme que tu trouveras là-bas, dis-lui qu'on t'a
on t'a donné un mariage alors que tu n'aimes pas. Et tu es très jeune, va leur dire ça. Elle me dit ici, j'ai dit oui. Elle me dit bon, donc je vais. Mais je ne sais pas si elle l'a fait, mais je l'ai vu se diriger vers le poste de la brigade gendarmerie. Mais ça m'a tellement affecté ce jour-là. Après, quand je l'ai expliqué aux touristes, aux amis de la nature avec lesquels j'étais, ils m'ont demandé, mais toi tu es en train de parler un peu là avec ces filles-là, tu parlais de quoi? Je leur ai expliqué. Oh, ils sont dit, mais il fallait l'amener. J'ai dit non, je ne peux pas. Tu amènes la fille, tu l'amènes où? Tu ne sais pas. Après, on va porter plainte contre toi pour dire que tu as fait un rapt d'enfant. Enlèvement de filles ou de mineurs et ainsi de suite. Tout ça. Ça m'a beaucoup frappé. Et je me suis dit, peut-être qu'un jour viendra où je vais dénoncer ces pratiques-là. Et de façon indirecte peut-être, dans ce roman, je me suis permis de parler de ces mariages forcés et de ces mariages précoces pour dire qu'il faut faire quelque chose. Et d'ailleurs, avant-hier, l'éditeur disait que toutes les femmes devaient lire le livre. Et il a cité un passage où la fille disait « Maman, notre tradition est injuste. » Injuste. On ravale la fille au rang d'objet inanimé, où on peut donner, on peut hériter. Donc c'était vraiment une plaidoirie. Et l'éditeur disait que je suis devenu l'avocat des femmes. Mais c'est simplement parce que j'ai été témoin de beaucoup de choses, de certaines choses qu'il fallait dénoncer. C'est ça. Et là, donc, ça nous rappelle aussi la théorie de Mariamba, comme je l'ai cité tantôt. La femme ne doit pas être l'accessoire qui orne, l'objet aussi qu'on déplace. Et là, ça me permet de revenir un peu sur votre toge, votre robe d'avocat pour la femme. N'est-ce pas donc, volonté de femme, une plaidoirie pour la femme? Oui, en vérité, c'était pour d'abord rendre hommage aux femmes, mais ensuite défendre certaines valeurs qui font de la femme d'abord un être humain qui a des droits, comme un homme. C'est l'homme avec un grand H, mais aussi la femme avec un grand F. Il faudrait reconnaître aux femmes leurs droits. Ce n'est pas que je sois féministe, hein, non, loin s'en faut, mais c'est tout simplement les droits des personnes, les droits individuels, les droits de la personne humaine. Il faut les protéger. La femme n'est pas un objet, la femme n'est pas l'esclave de l'homme, la femme c'est un compagnon de l'homme, comme l'homme est compagnon de la femme. Donc c'est un couple indissociable, l'un ne peut pas vivre sans l'autre, comme l'autre aussi ne peut pas vivre sans... Amis téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Plume de Pan qui reçoit honorable député Mamadou Diallo. Donc honorable, vraiment nous sommes presque à la fin de l'émission. Nous vous laissons vraiment dire vos impressions et aussi votre dernier mot. Bon, mon dernier mot, c'est surtout un mot de remerciement à l'endroit des responsables de Mourchid TV pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Vous remerciez vous également pour cette invitation. C'est la deuxième fois. Et remercier tout le personnel, le caméraman, les autres techniciens qui sont derrière, qu'on ne voit pas. Et remercier aussi ma famille, mes parents, tous les amis, mon éditeur. Et pour la petite histoire, ce que les gens ne savent pas, je vais leur donner le petit secret. Vous avez été et vous avez accepté avec beaucoup de plaisir d'être le préfacier de Volonté de femme. Ça également, je vous exprime toute ma gratitude parce que vous avez fait montre de disponibilité et vous avez fait une très belle préface. Une très belle préface. Vous avez accepté aussi lors de la cérémonie de dédicace
de présenter l'œuvre. C'est dire que je ne saurais jamais vous remercier assez. Mais trouver ici l'expression de ma profonde gratitude. Remercier tous ceux qui ont accepté, toutes celles et tous ceux qui ont accepté de participer à cette cérémonie de dédicace qui n'est qu'un baptême de volonté de femme et que le livre est à la disposition de tout le monde. La joie que j'aurai, c'est de savoir que les populations ont pris le livre et elles l'ont lu et reviennent vers moi pour me dire voilà telle critique, telle autre critique ou tel aspect m'a plu ou m'a déplu. Et ça me ferait plaisir. Parce que le plaisir de l'auteur, c'est d'être lu. Et quand on est lu, c'est la satisfaction que nous avons. Et j'espère que d'abord les femmes vont s'approprier ce livre et le lire. C'est très alléchant, c'est facile à lire, je l'espère, je crois aussi. Parce que ceux qui l'ont déjà lu m'ont fait savoir que la lecture est très facile et qu'on le lit d'un trait, surtout en ce mois de Ramadan. Il suffit tout simplement de commencer pour ne plus s'arrêter. Et avec ça, on a une bonne idée de ce que j'ai voulu partager avec mes compatriotes et les étrangers qui veulent bien connaître mes sentiments ou mes ressentiments à propos des femmes. Je vous remercie encore. Merci beaucoup, honorable. En tout cas, je recommande tout le monde à lire, surtout les femmes, Volonté de femmes, mais aussi les élèves de terminale qui font le roman comme genre de prédilection et qui peut à chaque fois être sorti au bac ou dans les autres examens. Donc, honorable nous a gratifié d'un chef-d'œuvre, Volonté de femmes. Je vous le recommande. Parce que tout simplement, comme il a dit, quand quelqu'un écrit, c'est pour être lu. Donc, honorable député, encore, Mamadou Diallo, merci beaucoup vraiment d'être là, d'accepter aussi de partager vos connaissances avec nous. Parce que comme je dis toujours, la parole s'en va, mais l'écriture reste. Et je pense que ça montre que vous avez participé pour la formation de nos jeunes, pour la formation de nos élèves. Donc vraiment, encore une fois, merci beaucoup. Donc je remercie aussi la réalisatrice Maïmouna, les caméramans et autres. Donc vraiment, c'est avec ces modestes mots, du reste très impuissant par rapport à la dimension de mes intentions, que je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro de Plume de Pan. Je vous remercie.